Imaginez deux frères jumeaux, si semblables qu'il est impossible de les distinguer à l'œil nu. Toujours ensemble, nés au même instant, ils vivent côte à côte depuis des milliards d'années. Mais voici le paradoxe. L'un sauve le monde en fournissant de l'énergie à des millions de personnes, tandis que l'autre peut tout détruire s'il se retrouve au mauvais endroit. Faites connaissance avec le zirconium et le hafnium, le couple le plus étrange du tableau périodique, qui régit les réacteurs nucléaires, tout en donnant aux ingénieurs des maux de tête à en pleurer. Ces deux métaux se ressemblent tellement d'un point de vue chimique qu'ils ont été découverts séparément à 150 ans d'intervalle, sans que personne ne soupçonne qu'il s'agissait d'éléments distincts. Le zirconium a été identifié en 1789 et le hafnium seulement en 1923. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont toujours ensemble. Dans la nature, il n'existe aucun gisement de zirconium pur. Il contient toujours entre 1 et 5% de hafnium. Ils sont comme le yin et le yang, version métallique et potentiellement radioactive si l'on ne s'y prend pas correctement. Et voici le plus fascinant. Ces frères jumeaux possèdent des propriétés nucléaires diamétralement opposées. Le zirconium est presque transparent aux neutrons. Il le traverse comme s'il n'existait pas. Le hafnium, lui, capture avidement chaque neutron qui passe à sa portée. Et ce n'est pas une petite différence. Le hafnium absorbe les neutrons 600 fois mieux que le zirconium. 600! C'est comme comparer du papier et un mur de béton pour arrêter une balle. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'un réacteur nucléaire, c'est une réaction en chaîne contrôlée. Les atomes d'uranium se désintègrent, libèrent des neutrons. Ces neutrons percutent d'autres atomes d'uranium qui se désintègrent à leur tour, et ainsi de suite. Pour que le réacteur fonctionne de manière stable, il faut contrôler précisément le nombre de neutrons. Trop de neutrons, le réacteur surchauffe, et c'est l'accident. Pas assez, la réaction s'éteint, et plus d'énergie. C'est là qu'intervient le zirconium. Les barres de combustible dans le réacteur sont de longs tubes remplis de pastilles de dioxyde d'uranium. Ces tubes doivent être fabriqués dans un matériau qui ne gêne pas la circulation des neutrons et ne freine pas la réaction. Le zirconium est idéal. Il est transparent aux neutrons, résistant aux températures élevées, insensible à la corrosion dans l'eau sous pression et à la radiation. Aucun autre métal ne convient aussi bien. Mais voilà le problème. S'il reste ne serait-ce qu'un peu de hafnium dans le zirconium, ce hafnium va dévorer les neutrons. La réaction ralentira ou s'arrêtera complètement. Imaginez que vous construisez un réacteur à plusieurs milliards de dollars. Vous chargez le combustible, vous le démarrez. Et rien ne se passe parce qu'il y avait du hafnium dans le métal des tubes. Le cauchemar de tout ingénieur. C'est pourquoi l'industrie nucléaire a besoin de zirconium contenant moins de 100 parties par million de hafnium. Cela signifie qu'il faut retirer 99,99% du hafnium de chaque kilogramme de mélange naturel. Et c'est là que commence le véritable enfer, car les séparer est quasiment impossible. Pourquoi est-ce si compliqué? Parce que ces métaux sont de vrais jumeaux chimiques. Ils ont la même valence, des atomes de taille comparable, des propriétés chimiques presque identiques. Toutes les méthodes classiques de séparation des métaux sont inefficaces. On ne peut pas faire fondre le mélange et les séparer selon leur point de fusion. Ils fondent presque à l'identique. Impossible de les dissoudre et d'en précipiter un en laissant l'autre. Ils précipitent ensemble. C'est comme essayer de séparer des jumeaux qui feraient toujours exactement la même chose. Un peu comme dans un roman de Stephen King, non? La seule méthode efficace reste l'extraction par solvant, répétée inlassablement. On prend une solution aqueuse de sel de zirconium et d'hafnium, on ajoute un solvant organique spécifique qui dissout légèrement mieux l'un des deux sels. On agite vigoureusement le mélange, puis on laisse décanter.
le hafnium migre un peu plus vers la phase organique. Un peu. Le mot est important. À chaque cycle, la différence ne dépasse que quelques pourcents. Il faut donc répéter le processus des centaines et des milliers de fois. C'est ce qu'on appelle l'extraction en cascade. Imaginez une usine gigantesque avec des milliers de cuves, où les solutions sont pompées de l'une à l'autre, passant par d'interminables cycles de mélange et de séparation. Le processus prend des semaines ou des mois. Et tout cela pour obtenir du zirconium d'une pureté suffisante pour un réacteur. Il existe une autre méthode, la chromatographie par échange d'ions. La solution de Cels est passée à travers une colonne remplie d'une résine spéciale. Le hafnium adhère un peu plus fortement à la résine que le zirconium. Il se déplace donc plus lentement. Après avoir traversé des dizaines de mètres de colonne, ils finissent par se séparer. Mais là encore, le processus est lent, coûteux, énergivore. Voyons maintenant ce qu'on fait du zirconium pur. On le transforme en un alliage appelé zircaloy, du zirconium avec de petites quantités d'étain, de fer et de chrome. Cet alliage sert à fabriquer les tubes pour les crayons combustibles. Ces tubes doivent être parfaitement droits, sans le moindre défaut, avec une paroi de moins d'1 millimètre d'épaisseur et jusqu'à 4 mètres de longueur. La production de tels tubes relève d'un art à part entière. Le zirconium devient très réactif à haute température. Il capte l'oxygène, l'azote et l'hydrogène présents dans l'air, ce qui le rend cassant. Toutes les opérations doivent donc se dérouler sous vide ou en atmosphère inerte. Les lingots de zirconium sont chauffés à 1000 degrés Celsius, puis pressés ou laminés pour former des ébauches. Ces ébauches sont ensuite étirées à travers des filières à de multiples reprises, réduisant progressivement le diamètre et l'épaisseur de la paroi. Les tubes finis sont soumis à un contrôle qualité rigoureux. Ils sont radiographiés aux rayons X et aux ultrasons pour détecter les micro-fissures. La composition chimique est vérifiée par analyse spectrale. Leur résistance mécanique et leur tenue à la corrosion sont testées. Un seul tube défectueux dans un réacteur pourrait entraîner une fuite de combustible radioactif. Le contrôle est donc absolu. Et qu'en est-il du hafnium séparé? Lui aussi a de la valeur, mais pour des raisons opposées. C'est justement parce que le hafnium absorbe les neutrons qu'il se révèle utile pour les barres de contrôle des réacteurs. Ce sont ces barres qu'on abaisse dans le cœur pour ralentir ou arrêter la réaction. Lorsqu'il faut réduire la puissance du réacteur, les barres de hafnium s'enfoncent à l'intérieur et commencent à capturer les neutrons, freinant ainsi la réaction en chaîne. Le hafnium est également utilisé dans la technique spatiale et les avions supersoniques. Il résiste à des températures extrêmes, au-delà de 2200 degrés Celsius. On en fabrique des tuyères de moteurs fusées, des boucliers thermiques, des pièces qui fonctionnent dans l'enfer des températures et des pressions. Mais ce ne sont là que des applications de niche. La demande principale pour le hafnium vient précisément de l'énergie nucléaire. Fait intéressant, le hafnium doit son nom à Copenhague, ville où il fut découvert. Quant au zirconium, il tire le sien du minéral zircon, dont on l'a extrait pour la première fois. Le zircon, soit dit en passant, est une pierre magnifique utilisée en joaillerie, comme alternative économique au diamant. Mais il s'agit d'un matériau tout à fait différent, un silicate de zirconium, et non le métal pur. Dans le monde, seules quelques usines sont capables de produire du zirconium nucléaire. Le processus est si complexe et coûteux que tous les pays ne peuvent se le permettre. Les principaux producteurs sont la France, les États-Unis et la Chine. 1 kilogramme de zirconium nucléaire coûte des dizaines de fois plus cher que l'acier ordinaire. Mais pour l'industrie nucléaire, il n'existe aucune alternative. Un réacteur énergétique moderne contient environ 100 tonnes d'alliage de zirconium dans les barres de combustible. Ces barres fonctionnent dans des conditions extrêmes. Une eau sous pression à près de 320 degrés Celsius, un bombardement neutronique intense, un environnement corrosif. Et le zirconium résiste à tout cela pendant des années, protégeant le combustible
et permettant au réacteur de fonctionner en toute sécurité. Sans le zirconium, il n'y aurait pas d'énergie nucléaire moderne. Les premiers réacteurs utilisaient d'autres matériaux, magnésium, aluminium, acier inoxydable. Mais tous absorbaient trop de neutrons, réduisant l'efficacité ou ne supportaient pas les conditions d'exploitation. Le zirconium a résolu ce problème et a rendu possible la construction de réacteurs efficaces et sûrs. Il existe un autre domaine où le zirconium est irremplaçable, la médecine. Les implants en zirconium pour la dentisterie et l'orthopédie sont biocompatibles, résistants et ne provoquent aucune allergie. Articulations artificielles, couronnes dentaires, plaques pour os, nombre d'entre eux sont fabriqués en zirconium ou en oxyde de zirconium. Mais le zirconium médical ne nécessite pas une purification aussi poussée du hafnium, car les propriétés nucléaires n'y ont aucune importance. L'avenir du zirconium est lié au développement de l'énergie nucléaire. Les nouvelles générations de réacteurs exigent des matériaux encore meilleurs, plus résistants aux températures élevées, à l'irradiation, à la corrosion. De nouveaux alliages à base de zirconium sont développés, avec ajout de niobium, de molybdène et d'autres éléments. Des revêtements sont testés, qui protègent davantage les tubes de l'oxydation en cas d'accident. Quant au hafnium, il trouve de nouvelles applications dans la microélectronique. L'oxyde de hafnium est utilisé comme diélectrique dans les transistors des processeurs modernes. Il permet de réduire la taille des transistors sans perte de performance. Ainsi, les deux frères ont trouvé leur place dans les technologies qui font avancer la civilisation. Vous n'imaginez même pas ce qui se cache sous les déserts de sel d'Amérique du Sud. Là, au milieu des étendues arides et balayées par les vents, se trouve un matériau sans lequel notre monde moderne s'arrêterait net. Téléphones, voitures électriques, même les satellites, tout fonctionne grâce à lui. On l'appelle l'or blanc, et une véritable guerre se joue déjà pour lui entre les pays et les multinationales. Mais pourquoi ce métal blanc argenté est-il devenu si précieux qu'on l'extrait même des entrailles bouillonnantes de la Terre? Et surtout, que se passera-t-il quand il sera épuisé? Regardez jusqu'à la fin, et vous découvrirez le dangereux secret que cache le lithium. Imaginez le métal le plus léger de l'univers, d'un blanc argenté, extrêmement réactif et doté de la capacité unique de stocker une énorme quantité d'énergie. C'est le lithium, l'élément numéro 3 du tableau périodique, qui s'est révélé être un véritable trésor des temps modernes. Découvert il y a plus de 2 siècles, en 1817, il a d'abord trouvé des applications assez prosaïques, dans la production de verre, de céramique et même en médecine. Mais la véritable heure de gloire du lithium est arrivée à la fin du siècle dernier, lorsque le monde a été saisi par la fièvre des batteries lithium-ion. C'est alors que l'on a compris que l'on avait affaire à bien plus qu'un simple métal. On a commencé à appeler le lithium l'or blanc, non pas pour son éclat, mais pour son importance stratégique. De la même manière que l'or était le symbole de la richesse, le lithium est aujourd'hui un indicateur de progrès technologique et d'indépendance énergétique. Sa demande croît si rapidement que nous cherchons constamment de nouvelles sources et améliorons les méthodes d'extraction. Alors, où se cache cet or blanc? Ces gisements sont disséminés sur la planète, mais les plus grandes réserves, vraiment gigantesques, sont concentrées dans quelques régions clés. Imaginez un immense triangle du lithium en Amérique du Sud, qui englobe des parties du Chili, de l'Argentine et de la Bolivie. Ce sont d'infinies étendues de déserts de sel, sous la surface desquels se cache une véritable richesse. De plus, des réserves importantes se trouvent en Australie, en Chine et aux États-Unis.
Il existe deux méthodes principales pour extraire ce précieux métal. La première, actuellement la plus répandue et la plus économique, est l'extraction des lacs salés, ou comme on les appelle aussi, des saumures. Imaginez comment, dans des régions arides et sévères, comme le célèbre Salar d'Atacama au Chili, ou le majestueux Salar d'Uyuni en Bolivie, d'énormes pompes extraient les saumures souterraines, saturées de lithium. Ce liquide est ensuite pompé dans de gigantesques bassins d'évaporation, semblables à des miroirs d'un bleu ou d'un vert éclatant. Sous un soleil de plomb et les rafales de vent, l'eau s'évapore progressivement, concentrant le lithium avec d'autres minéraux. Ce processus naturel, mais lent, peut durer de plusieurs mois à 2 ans. Mais son principal avantage réside dans les coûts d'extraction relativement bas. Cependant, il y a aussi des défis. Le processus nécessite d'énormes quantités d'eau, une ressource rare dans ces régions désertiques, et il dépend aussi des caprices de la météo. L'autre méthode importante est l'extraction des roches dures, notamment des minéraux comme le spodumène. C'est une véritable exploitation minière, qui rappelle la recherche de minéraux traditionnels. En Australie, par exemple, il existe de gigantesques carrières à ciel ouvert où l'on extrait des roches contenant du lithium. Une fois ces roches extraites, elles sont concassées, puis, par des procédés spéciaux comme la flottation, on sépare les minéraux de lithium. Ensuite, les minéraux subissent un traitement thermique. On les grille à haute température, puis on procède à un traitement chimique pour obtenir le lithium pur sous forme de sel, par exemple du carbonate ou de l'hydroxyde de lithium. Cette méthode permet d'obtenir du lithium plus rapidement et ne dépend pas de la météo, mais elle est beaucoup plus coûteuse et a un impact environnemental plus important, car elle implique la destruction du paysage et la production d'une grande quantité de déchets. Mais l'humanité ne reste pas les bras croisés. Les scientifiques et les ingénieurs explorent de nouvelles sources de lithium, plus respectueuses de l'environnement. Par exemple, certaines eaux géothermales contiennent également des concentrations importantes de ce métal, et des technologies d'extraction directe du lithium de ces sources thermales sont déjà en cours de développement. Cela pourrait être une véritable révolution, offrant une méthode d'extraction plus propre et plus efficace. De grandes réserves de lithium ont également été découvertes dans des gisements d'argile, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. Et bien sûr, l'avenir appartient au recyclage. Le recyclage des batteries lithium-ion usagées devient de plus en plus important. Cela réduit non seulement le besoin d'extraction primaire, mais contribue également à créer une boucle fermée, ce qui est essentiel pour le développement durable. Car le lithium, comme toute ressource, n'est pas infini. Une fois que le lithium est extrait sous forme de matière première, une véritable alchimie commence. Il subit un processus de transformation complexe et en plusieurs étapes pour devenir apte à la production de batteries de haute technologie. D'abord, à partir de la matière première extraite, on obtient les principaux produits industriels, le carbonate de lithium ou l'hydroxyde de lithium. Le carbonate de lithium est le plus souvent obtenu à partir des saumures. C'est un composé relativement simple et peu coûteux, largement utilisé dans les batteries de nos smartphones et de certains types de voitures électriques. L'hydroxyde de lithium, produit à la fois à partir de saumures et de roches dures, devient de plus en plus populaire. Il permet de créer des cathodes plus riches en énergie, les électrodes positives des batteries, ce qui signifie que les voitures électriques pourront parcourir de plus grandes distances avec une seule charge. C'est le lithium qui est le composant clé de la cathode, la partie la plus importante de la batterie lithium-ion. Il existe plusieurs recettes
pour créer les matériaux de cathode, chacune ayant ses propres avantages. Par exemple, l'oxyde de lithium-cobalt est utilisé pour l'électronique portable. Pour les voitures électriques, on utilise le plus souvent de l'oxyde de lithium-nickel-manganèse-cobalt qui offre un excellent équilibre entre énergie, puissance et sécurité. Pour les véhicules commerciaux et certains modèles de voitures électriques, on choisit parfois du phosphate de fer lithié, qui, bien qu'ayant une densité d'énergie plus faible, se distingue par sa grande sécurité et sa longue durée de vie. Une fois que tous les composants, la cathode, l'anode, le séparateur qui les isole et l'électrolyte sont prêts, ils sont assemblés en éléments de batterie individuels, appelés cellules. Ce processus se déroule dans des conditions d'une propreté extrême et exige une précision incroyable. Ensuite, ces cellules sont connectées ensemble pour former des modules, puis plusieurs modules sont regroupés pour former un grand pack de batteries. C'est ce pack qui devient le cœur de la voiture électrique. Chaque pack est équipé d'un système de gestion électronique complexe qui surveille en permanence la charge, la décharge, la température et l'état général de chaque cellule individuelle, garantissant ainsi la sécurité et l'efficacité. Bien que les voitures électriques jouent un rôle clé dans la lutte contre le changement climatique, en contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, il est important de comprendre que l'extraction du lithium a aussi ses propres défis environnementaux. L'une des questions les plus critiques est l'utilisation de l'eau. Cela concerne particulièrement l'extraction des saumures dans les régions arides, où l'eau est une ressource extrêmement rare. Certaines méthodes peuvent nécessiter jusqu'à 2 millions de litres d'eau pour produire une seule tonne de lithium. Il existe également un risque de contamination des sols et des sources d'eau par les réactifs chimiques utilisés dans le processus de traitement, si les normes environnementales les plus strictes ne sont pas respectées. Et bien sûr, l'exploitation minière, en particulier les carrières à ciel ouvert, peut entraîner la destruction des paysages naturels et des habitats de la faune sauvage. Imaginez, le matériau de construction le plus répandu sur la planète ne naît pas dans un laboratoire, mais dans la gueule d'un véritable dragon industriel. La roche, qui hier encore faisait partie de la Terre, est aujourd'hui arrachée à sa falaise par une explosion, réduite en une poussière plus fine que de la farine, et traverse un enfer de feu à plus de 1400 degrés. Dans ce brasier, la pierre devient quelque chose de nouveau. Le clinker, le cœur du ciment. Chaque année, l'humanité crée plus de 4 milliards de tonnes de cette poudre grise, assez pour construire un mur capable d'encercler la Terre plus de 40 fois. Mais il y a un secret. Sans un ajout infime, presque imperceptible, tout ce ciment serait inutile. Quel est cet ingrédient mystérieux? Vous ne le découvrirez qu'à la fin. Tout ne commence pas dans l'atelier, mais dans une immense blessure ouverte sur le corps de la Terre. Une carrière. L'ingrédient principal de notre recette, représentant environ 80% de la masse totale, est le calcaire. Une simple pierre qui est essentiellement le reste fossilisé d'anciennes créatures marines. Pour l'arracher à sa roche-mère, les ingénieurs mènent une véritable opération spéciale. Ils forent des dizaines de trous profonds, y placent des centaines de kilogrammes d'explosifs, et avec un « boum » sourd et profond qui fait trembler la terre à des kilomètres à la ronde, des milliers de tonnes de pierres se détachent du massif rocheux. Ensuite, de véritables monstres entrent en scène, des tombereaux de carrière, dont les roues sont plus hautes qu'un homme. Un excavateur gigantesque, dont le godet peut soulever d'un seul coup le poids de plusieurs voitures, charge ces blocs de pierre dans les bennes des camions.
Ces géants jaunes transportent leur cargaison jusqu'au premier point de transformation, le concasseur primaire. Le concasseur primaire est une énorme gueule d'acier aux mâchoires massives qui, dans un fracas assourdissant, écrase des blocs de plusieurs tonnes en morceaux de la taille d'un ballon de football. En même temps que le calcaire, on ajoute dans le concasseur le deuxième ingrédient important, de l'argile ou du schiste. Ils sont la source du silicium, de l'aluminium et du fer, nécessaires à la bonne chimie de notre futur ciment. Après ce broyage primaire, la pierre est acheminée par un convoyeur vers une aire de stockage, puis vers l'étape suivante où elle doit être transformée en poudre. Elle arrive dans un broyeur de cru. Il peut s'agir soit d'un tambour géant en rotation, rempli de boulets d'acier qui broient la pierre dans un grand vacarme, soit, de manière plus moderne, d'un broyeur vertical à rouleau. Imaginez une immense assiette rotative, sur laquelle roulent avec une force colossale plusieurs rouleaux d'acier massif. La pierre est introduite sous ces rouleaux et est tout simplement pulvérisée en une poudre extrêmement fine, plus fine que de la farine. Un puissant courant d'air chaud saisit cette poussière et l'entraîne hors du broyeur. Ce processus broie et sèche la matière première simultanément. La poudre obtenue, appelée la farine crue, est soigneusement mélangée dans d'immenses silos, à l'aide d'air comprimé, pour obtenir un mélange parfaitement homogène. Et c'est maintenant que ce mélange gris et poudreux est prêt pour sa rencontre avec le feu. Il entame son voyage au cœur même de l'usine, dans le ventre du dragon industriel, le four rotatif. Un immense tube d'acier, long de 200 mètres, comme 2 terrains de football, revêtu à l'intérieur de briques réfractaires. Ce tube est installé avec une légère inclinaison et tourne très lentement, presque imperceptiblement, sur son axe. La farine crue est introduite par l'extrémité supérieure, légèrement surélevée. Et par l'extrémité inférieure, un brûleur géant projette à l'intérieur une colonne de feu rugissante, comme le moteur d'une fusée. La température dans cette zone atteint le chiffre absolument infernal de 1450 degrés Celsius. Notre poudre, en s'écoulant et en roulant lentement vers le bas grâce à la rotation et à l'inclinaison, commence son long et chaud voyage à la rencontre de ce feu. À l'intérieur du four, elle traverse plusieurs zones de température et des transformations étonnantes s'y produisent. D'abord, dans la zone la plus froide, le reste d'humidité s'évapore. Ensuite, lorsque la température atteint 900 degrés, a lieu le processus de calcination. Le dioxyde de carbone est libéré du calcaire, qui se transforme en oxyde de calcium. Et enfin, dans la zone la plus chaude, au cœur de l'enfer, se produit l'essentiel, la clinkérisation. L'oxyde de calcium réagit avec les oxydes de silicium, d'aluminium et de fer, formant de tout nouveaux minéraux au nom complexe, comme l'halite et la bélite. La poudre fond et se transforme en petites billes sombres, gris-noir, de la taille d'un pois à celle d'une noix. C'est le clinker, le cœur et l'âme du ciment. C'est, en somme, de l'énergie chimique en conserve, qui attend son heure pour se réveiller. Le clinker, chauffé au rouge, tombe de l'extrémité inférieure du four et arrive immédiatement dans un refroidisseur spécial. Là, il est soufflé par de puissants courants d'air froid. C'est une étape très importante. Un refroidissement rapide fige la structure chimique du clinker dans son état le plus actif. Le clinker refroidi, dur comme la pierre, est acheminé par un convoyeur vers un silo de stockage, où il peut être conservé pendant des mois. Et voici l'étape finale de la transformation. Le clinker en lui-même n'est qu'un tas de cailloux inactifs. Pour le transformer en ciment, il faut à nouveau le broyer, en une très fine poussière.
On le charge dans un broyeur à ciment qui ressemble beaucoup au broyeur de cru, un immense tambour rempli de boulets d'acier. Mais avant de commencer le broyage, on ajoute au clinker un dernier ingrédient, incroyablement important, environ 5% de gypse. Le gypse, c'est le frein de notre ciment. Sans lui, le ciment, une fois mélangé à l'eau, prendrait presque instantanément, se transformant en pierre en quelques minutes, et il serait impossible de travailler avec. Le gypse régule ce processus, donnant au constructeur un temps précieux. Et voilà que ce mélange de clinker et de gypse est broyé pendant des heures dans le broyeur, jusqu'à se transformer en cette poudre grise, incroyablement fine, que nous connaissons tous. Ces particules sont si fines qu'elles peuvent passer à travers un tamis capable de retenir l'eau. Le ciment fini, encore tiède après le broyage, est acheminé par des tuyaux pneumatiques, comme par des vaisseaux sanguins, vers d'immenses et hauts silos de stockage. Ce sont des tours gigantesques qui contiennent des milliers de tonnes de produits finis. De là, il est expédié aux consommateurs, soit ensachet dans des sacs en papier pour la vente au détail, soit chargé en vrac dans des camions-citernes spéciaux ou des wagons de chemin de fer. Et c'est ainsi que, après un parcours allant de la roche solide à la poudre, en passant par le broyage, le mélange, une cuisson infernale dans le ventre du dragon et un broyage final, naît cette humble poudre grise, prête, au contact de l'eau, à se réveiller et à se transformer en une pierre solide et fiable qui deviendra la fondation de nos maisons, de nos ponts et de nos villes entières. Chaque année, plus de 4 milliards de tonnes de ciment sont produites dans le monde. Ce chiffre est absolument ahurissant. Essayons d'imaginer. Cela signifie que pour chaque personne sur la planète, pour vous, pour moi, pour chacun, on produit plus d'une demi-tonne de cette poudre grise chaque année. C'est le matériau de construction le plus utilisé sur Terre après l'eau. Et si l'on prenait tout ce ciment et qu'on en construisait un mur continu d'1 mètre de large et d'1 mètre de haut, ce mur pourrait faire le tour de notre planète le long de l'équateur plus de 40 fois, chaque année. Aujourd'hui, nous partons en voyage au cœur d'un léviathan industriel, là où naît le système circulatoire de notre monde moderne. Nous allons parler de la production de tubes en cuivre. Ça a l'air simple, n'est-ce pas? Mais je ne parle pas d'une petite usine. Je parle d'un mécanisme gigantesque, rugissant et ardent, qui chaque jour, 24 heures sur 24, transforme des montagnes de cuivre pur en 13 000 tonnes de tubes parfaits. Ce n'est pas un simple processus de fabrication. C'est le spectacle métallurgique le plus grandiose et le plus rapide de la planète. C'est l'histoire de la manière dont, à partir d'un métal dur comme la pierre, on étire en quelques minutes un fil long de plusieurs kilomètres, fin et flexible comme un spaghetti. C'est un véritable dieu industriel qui crée sans relâche les veines de nos maisons, de nos hôpitaux et de nos voitures. Essayons de prendre la mesure de ces 13 000 tonnes de cuivre par jour. Imaginez la Statue de la Liberté. Toute cette structure gigantesque pèse 225 tonnes. Cela signifie que cette usine crache assez de cuivre chaque jour pour construire près de 60 statues de ce genre. Chaque jour de la semaine, sans pause déjeuner. En un an, cette seule et unique usine produit près de 5 millions de tonnes de cuivre, ce qui représente une part considérable de la production mondiale totale. Si l'on prenait toute cette production journalière et qu'on en étirait un tube de plomberie standard d'1 demi-pouce, sa longueur dépasserait les 14 000 miles. C'est plus de la moitié de la longueur de l'équateur terrestre. Chaque saint jour. À l'usine arrive une matière première qui ressemble à une œuvre d'art, le cuivre cathodique. Des plaques parfaitement rectangulaires et lourdes, d'une couleur rose-rouge profonde et étonnante. C'est du cuivre d'une pureté de près de 100%, à savoir 99,99%. Il ne contient pratiquement aucune impureté.
Cette pureté n'est pas un caprice, c'est le gage de la qualité, car la moindre particule étrangère pourrait causer une fissure dans le futur tube. Ces lourdes plaques, pesant chacune plusieurs centaines de livres, sont chargées dans un four à l'aide de grues géantes. C'est un four vertical colossal qui s'enfonce profondément sous terre, un véritable soleil de poche. À l'intérieur, la température atteint 2000 degrés Fahrenheit. Le cuivre, en entrant dans cet enfer, fond instantanément, se transformant en une rivière liquide, éblouissante et lumineuse. Ce n'est pas une simple fusion, c'est un océan bouillonnant de feu liquide qui s'écoule en continu du four. Et c'est là que commence ce qui rend ce processus le plus impressionnant au monde, la continuité. Dans une production classique, le métal en fusion est coulé dans des moules pour obtenir des lingots, qui sont ensuite refroidis, réchauffés à nouveau et laminés. C'est lent et inefficace. Mais ici, tout se passe en un flux unique, infini et frénétique. Le cuivre liquide s'écoule directement du four vers un dispositif spécial, une machine de coulée continue. Imaginez une immense roue en cuivre, refroidie à l'eau, dans laquelle est creusée une gorge circulaire. Le cuivre en fusion s'écoule dans cette gorge, et pendant que la roue tourne lentement, il commence à se solidifier, formant une barre de cuivre continue, massive et chauffée au rouge. Cette barre, sans même avoir le temps de refroidir, arrive immédiatement au laminoir. C'est une série de cylindres qui la compriment et la façonnent, mais surtout, en son centre, un trou est percé à l'aide d'un mandrin spécial. Ainsi, sous nos yeux, en quelques minutes, le métal liquide s'est transformé en un tube infini, à parois épaisses et incandescents, qui sort de la machine comme un serpent de feu. Ce tube mère peut avoir un diamètre de plusieurs pouces, et ce n'est que le début de son voyage. Maintenant, notre serpent épais et chaud doit subir une cure d'amincissement, et une cure radicale. C'est l'étape qui ressemble à la fabrication de pâtes infinies. Le tube mère refroidi est acheminé vers un banc d'étirage. Imaginez une série de plaques d'acier incroyablement solides, percées de trous qui se rétrécissent progressivement. Ces orifices s'appellent des filières, et leur surface intérieure est polie comme un miroir et revêtue de diamants. L'extrémité du tube épais est affûtée, passée à travers la première filière, légèrement plus petite en diamètre, et saisie par des mâchoires géantes de l'autre côté. Et ces mâchoires, se déplaçant sur un long rail, commencent à tirer. Avec une force incroyable, mesurée en dizaines de tonnes, elles font passer le tube à travers cet orifice étroit. Le cuivre, étant un métal très ductile, ne se déchire pas. Il s'étire, devenant plus long et plus fin, comme un caramel que l'on étire. Ce processus est répété encore et encore. Le tube passe par la filière suivante, encore plus petite, et devient encore plus long et plus fin. Après chaque étirage, la longueur du tube peut doubler. Ce qui était un morceau de tube épais de 100 pieds se transforme en des milliers de pieds de tube fin. Mais ce processus a un effet secondaire. En s'étirant, le cuivre subit ce qu'on appelle l'écrouissage. Il devient très dur et cassant. Si l'on continuait à l'étirer, il se romprait tout simplement. Il a donc droit à une cure de jouvence, le recuit. Après plusieurs passages dans les filières, le très long tube, déjà enroulé en une immense bobine pouvant peser plusieurs tonnes, est envoyé dans un four de recuit. Mais cette fois, la température y est bien plus basse, 1000 degrés et plus. Ce chauffage contrôlé élimine les tensions internes du métal, le rendant à nouveau mou et ductile, prêt pour un nouvel étirage. Ce cycle, étirage-recuit-étirage, peut se répéter de nombreuses fois, selon la finesse souhaitée du tube final.
Et voilà, quand le tube atteint le diamètre et l'épaisseur de paroi voulue, il est enroulé sur une bobine finale. Imaginez une bobine gigantesque, parfaitement lisse, de fils de cuivre brillant, dont la longueur peut atteindre plusieurs kilomètres. C'est déjà presque le produit fini. Pour certaines applications, comme dans les climatiseurs, on le laisse tel quel, à l'état mou et recuit. Mais pour les systèmes de plomberie, il faut des tubes durs et droits. Ces bobines sont donc déroulées et passées dans une dresseuse, qui redresse parfaitement le tube. Puis, une scie volante automatique le découpe en tronçons standards, par exemple de 10 ou 20 pieds. Tout au long de ce processus frénétique, du métal liquide au tube fini, un contrôle qualité infaillible est en place. Des capteurs laser mesurent en continu le diamètre et l'épaisseur de la paroi avec une précision au millième de pouce près. Des détecteurs de défauts à courant de Foucault scannent le tube, à la recherche de la moindre microfissure cachée. Chaque tronçon est soumis à une pression plusieurs fois supérieure à sa pression de service pour garantir son étanchéité. Et ce n'est qu'après cela que des tubes parfaitement propres, brillants et vérifiés sont emballés, marqués et envoyés dans les entrepôts. Et c'est ainsi que, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cette incroyable usine monstre qui ne dort jamais transforme des montagnes de cuivre pur en rivières infinies de tubes, qui se répandront ensuite dans nos maisons, transportant l'eau, la chaleur et le froid, accomplissant silencieusement leur travail vital. Chaque année dans le monde, des millions de gens montent à bord de trains qui filent à plus de 300 km/h. Au Japon et en Europe, c'est la norme depuis longtemps, mais les États-Unis ne font que commencer ce voyage. Aujourd'hui, l'Amérique construit sa première véritable ligne à grande vitesse en Californie. Et les chiffres de ce projet sont stupéfiants. Des milliers de tonnes d'acier, soudées en barres continues de plusieurs kilomètres de long. Un acier si pur qu'il subit une purification moléculaire et un contrôle au laser. Pourquoi tout cela est-il fait avec une précision aussi maniaque? Et que se passerait-il si le moindre micro-défaut restait à l'intérieur d'un rail? Regardez jusqu'à la fin, vous découvrirez quelque chose qui changera à jamais votre perception de la vitesse et de la sécurité. Les États-Unis sont des novices dans le club des véritables lignes à grande vitesse. Contrairement à l'Europe ou au Japon, où les trains circulent à plus de 300 km/h depuis des années, l'Amérique ne dispose pour l'instant que d'une seule ligne que l'on peut qualifier de rapide, l'Asla Express sur la côte Est. Mais même celui-ci n'atteint sa vitesse maximale de 240 km/h que sur de courtes sections spécialement modernisées. Sur la majeure partie du trajet, il roule beaucoup plus lentement à cause d'une infrastructure vieillissante. Mais la véritable révolution se déroule en ce moment même en Californie. On y construit la première véritable ligne à grande vitesse du pays, conçue pour des vitesses de plus de 350 km/h. Et là, les chiffres deviennent vraiment astronomiques, car pour une telle vitesse, il ne faut pas de simples rails, mais un chef-d'œuvre d'ingénierie. Mais même cela ne suffit pas. Pour se débarrasser du dernier ennemi, le plus insidieux, les gaz dissous comme l'hydrogène, qui peuvent provoquer des micro-fissures, l'acier subit un traitement sous vide.
La poche contenant le métal en fusion est placée dans une chambre dont on aspire l'air. Sous vide, l'acier se met littéralement à bouillir et tous les gaz indésirables s'en échappent. Ce n'est qu'après ce processus d'une pureté presque stérile que l'acier est coulé dans des moules, donnant naissance à de massifs lingots rectangulaires, les blooms. Ces blooms incandescents sont envoyés dans un four de réchauffage, où leur température est portée à l'état plastique idéal, 1200 degrés Celsius. Et de là, d'un orange éblouissant, il arrive au laminoir. C'est une série de cylindres d'acier géants qui sont de véritables sculpteurs. En passant à travers des dizaines de paires de ces cylindres, chacun ayant un calibre unique, la barre informe s'étire sous nos yeux et prend progressivement le profil familier d'un rail. On forme le champignon massif sur lequel rouleront les roues, lame fine mais solide, et le patin large et stable par lequel le rail reposera sur les traverses. Chaque passage entre les cylindres est une pression colossale de plusieurs milliers de tonnes, qui ne se contente pas de changer la forme, mais compacte aussi la structure du métal, le rendant encore plus résistant. Mais le plus intéressant se produit après le laminage. Un rail ordinaire refroidit simplement lentement à l'air libre. Mais le rail pour train à grande vitesse subit un entraînement spécial, qui transforme sa surface en une véritable armure. Ce processus s'appelle la trempe du champignon du rail. Tout juste laminé, encore rougeoyant, le rail passe à travers une installation spéciale, où un jet d'eau ou d'un mélange aéro, précisément contrôlé, est projeté sur sa partie supérieure, le champignon. Cela provoque un refroidissement brutal, par choc de la seule couche superficielle. Le résultat est un matériau étonnant, 2 en 1. En surface, sur une profondeur de plusieurs centimètres, se forme une couche d'acier incroyablement dure et résistante à l'usure, capable de supporter la pression colossale des roues d'affût du train sans se déformer. Et le cœur du rail, son âme et son patin, restent plus tendres et plus ductiles. C'est d'une importance capitale. Si tout le rail était aussi dur, il serait fragile comme du verre et pourrait se fissurer sous les vibrations. Mais ainsi, nous avons la combinaison parfaite, une armure résistante à l'usure en surface et une base tenace et résistante au choc. Après le refroidissement, commence l'étape où la précision devient une religion. Le très long rail, parfois de plus de 100 mètres, passe par une machine à dresser, un système de rouleau qui, avec une force incroyable mais une précision chirurgicale, le redresse jusqu'à l'état d'une corde parfaitement tendue. Le moindre écart, même d'un millimètre, se transformerait en une vibration dangereuse à 300 km/h. Et c'est là qu'entrent en jeu les lasers et les ultrasons. Chaque mètre de rail est scanné par des capteurs laser, qui vérifient sa géométrie, hauteur, largeur du champignon, symétrie du profil, avec une précision au centième de millimètre près. C'est comme prendre les mesures pour un costume de luxe, mais pour un géant d'acier. Parallèlement, un détecteur de défauts à ultrasons se déplace le long du rail. Il envoie des ondes sonores à l'intérieur du métal et analyse leur réflexion, à la recherche du moindre défaut interne caché, micro-fissure, bulle ou inclusion, invisible à l'œil nu. Tout rail présentant le plus petit défaut est impitoyablement mis au rebut. Et la touche finale, qui distingue les lignes à grande vitesse, c'est la lutte contre les joints. Le tac-tac que nous connaissons bien est le son des roues passant sur l'espace entre deux rails. À grande vitesse, ce choc se transforme en une force destructrice. C'est pourquoi ces longs rails de 100 mètres sont transportés vers des bases de soudage spéciales, où ils sont assemblés en barres continues de plusieurs kilomètres de long. Cela se fait par soudage, par étincelage. Les extrémités de deux rails sont pressées l'une contre l'autre. On y fait passer un énorme courant électrique qui chauffe le métal jusqu'à l'état plastique. Puis, on les comprime avec une force énorme,
les fusionnant littéralement l'une dans l'autre. Ensuite, le joint de soudure est soigneusement poli pour obtenir une surface parfaitement lisse et est à nouveau contrôlé par ultrasons. Et ce n'est que ces rubans d'acier parfaitement droits, sans joint, incroyablement solides et vérifiés au micron près, enroulés sur des wagons-plateformes spéciaux comme du fil sur une bobine, qui sont prêts à partir pour leur destination, pour devenir la route silencieuse mais impeccable des trains les plus rapides de la planète. Sur le chantier de la ligne californienne, les rails standards de 100 mètres sont soudés en longs rails soudés, pouvant atteindre 400 mètres. Puis, ces sections sont soudées entre elles sur place, créant des rubans d'acier de plusieurs kilomètres, absolument sans joint. Cela signifie que sur tout le trajet, le train ne fera pas le moindre tac-tac. Ce n'est pas seulement une question de confort pour les passagers. À 350 km/h, le moindre joint est un choc puissant qui détruit à la fois les roues et la voie elle-même. Chaque année, des milliers de kilomètres d'asphalte neuf sont posés dans le monde. Mais peu de gens savent qu'une grande partie de ce revêtement naît pour la seconde fois. Les vieilles routes ne disparaissent pas simplement. Elles renaissent dans de nouvelles autoroutes, parfois à des milliers de kilomètres de leur première vie. Ici, travaillent des carrières gigantesques, des explosifs, des tombereaux aux roues plus hautes qu'un homme, des usines où la pierre et le bitume se rencontrent dans un feu de 150 degrés. C'est l'histoire de la manière dont la magie de l'ingénierie et un écosystème industriel ferment la boucle, économisant des milliards et les ressources de la planète. Regardez jusqu'à la fin et vous découvrirez ce qui n'est écrit dans aucun manuel. Pratiquement rien ne se perd. Cet asphalte ancien, une fois broyé, est ensuite ajouté au nouveau mélange à l'usine. En moyenne, le nouvel asphalte posé sur les routes contient environ 22% de matériaux recyclés. L'effet économique et écologique est colossal. D'une part, cela réduit considérablement le besoin d'extraire de nouvelles roches et de produire du nouveau bitume, ce qui économise les ressources naturelles et l'énergie. D'autre part, cela diminue le coût du produit final, permettant d'économiser des milliards de dollars sur les budgets d'entretien des routes. Ainsi, chaque trajet en voiture est un voyage sur un produit d'ingénierie complexe, qui non seulement supporte des charges énormes, mais est aussi un exemple éclatant d'un écosystème industriel où l'ancien se régénère constamment en nouveau, fermant la boucle et rendant les infrastructures du pays un peu plus durables. L'histoire de l'asphalte ne commence pas sur la route, mais dans deux endroits complètement différents. Le premier, c'est une carrière. Une immense blessure à la surface de la Terre, où l'on extrait la roche. Tout commence par une forte explosion qui fait trembler le sol à des kilomètres à la ronde. D'énormes blocs se détachent de la paroi rocheuse. Ensuite, des tombereaux géants, dont les roues sont plus hautes qu'un homme, entrent en action et transportent ces blocs de pierre jusqu'au concasseur primaire. C'est un monstre de métal qui, avec ses mâchoires d'acier, écrase avec une force incroyable d'énormes rochers en plus petits morceaux. Mais ce n'est que le début. Cette pierre passe ensuite par toute une série de concasseurs et de cribles, de gigantesques tamis vibrants. Le but de ce processus n'est pas seulement de broyer la roche, mais aussi de la trier méticuleusement par taille. Le résultat, ce sont des montagnes entières de roches propres et triées, que l'on appelle les granulats. On y trouve de tout, des grosses pierres de la taille d'un poing à de fins gravillons, et même une poussière semblable à du sable. Chaque fraction est stockée dans un tas séparé. C'est un peu comme si, dans votre cuisine, vous aviez de la farine, du sucre, du sel,
chaque ingrédient à part, attendant son heure. C'est le squelette du futur asphalte, qui représente 95% de sa masse. Le deuxième endroit où naît l'asphalte, c'est une raffinerie de pétrole. Quand, à partir du pétrole brut, on produit de l'essence, du diesel, du kérosène et d'autres produits légers, tout au fond de la colonne de distillation, il reste une substance épaisse, noire et visqueuse. C'est le bitume. À l'état normal, à température ambiante, il est dur comme de la pierre. On peut le casser au marteau. Mais si on le chauffe, il devient liquide comme un sirop épais. C'est précisément cette propriété, être solide à froid et liquide à chaud, qui en fait le liant idéal pour notre squelette de pierre. Le bitume, c'est l'âme de l'asphalte, son cœur noir qui lie le tout. Et maintenant, transportons-nous à la centrale d'enrobage. C'est l'endroit où tous les ingrédients se rencontrent. De loin, ça ressemble à un jeu de construction métallique complexe et enchevêtré. De hautes tours silos, des convoyeurs à bandes sans fin, des tuyaux, des citernes et une tour centrale d'où s'échappe de la fumée. C'est une véritable usine qui fonctionne comme un organisme unique et bien huilé. Les différentes fractions de granulats sont acheminées depuis des trémies séparées sur un convoyeur. Mais pas n'importe comment. Tout le processus est contrôlé par ordinateur. L'opérateur dans sa cabine saisit la recette exacte de l'asphalte. Selon l'usage prévu, pour une autoroute à fort trafic ou pour une petite rue tranquille, la recette sera différente. L'ordinateur sait combien de pourcents de grosses pierres, combien de moyennes, combien de fines et combien de poussières sont nécessaires pour un mélange parfait. C'est comme préparer un gâteau complexe, où chaque gramme compte. Ce mélange de pierres entame son voyage vers le haut sur un long convoyeur incliné et pénètre au cœur de l'usine, le tambour sécheur. C'est un énorme et long tube qui tourne lentement, installé avec une légère inclinaison. À l'une de ses extrémités, un puissant brûleur projette à l'intérieur une colonne de feu rugissante, comme dans le moteur d'un avion à réaction. La température à l'intérieur atteint 150 degrés Celsius. La pierre, en tournant lentement à l'intérieur de ce tambour, se réchauffe et surtout sèche complètement. L'humidité est le principal ennemi d'un bon asphalte. Même une goutte d'eau peut empêcher le bitume d'adhérer solidement à la surface de la pierre. La pierre doit donc être absolument sèche. Après le tambour sécheur, la pierre chaude est débarrassée de son humidité et tissée par un élévateur, sorte d'ascenseur pour matériaux en vrac, jusqu'au sommet de la tour centrale. Là, elle passe à nouveau à travers un système de tamis pour un dernier tri de contrôle et tombe dans des trémies pour matériaux chauds. Parallèlement, dans des citernes spéciales calorifugées, on chauffe notre liant noir, le bitume. Il est également porté à haute température pour devenir fluide et liquide. Et voici le point culminant. L'ordinateur donne à nouveau l'ordre. Une trémie de pesage mesure avec une précision incroyable la quantité requise de pierres chaudes de chaque fraction provenant des différentes trémies. Puis, dans ce mélange de pierres incandescentes, on injecte une quantité précisément dosée de bitume chaud et liquide. Toute cette masse, pierre et bitume, tombe dans la chambre de mélange, qu'on appelle le malaxeur. C'est comme un mixeur de cuisine géant, sauf qu'à la place des fouets, il a 2 puissants arbres avec des pales métalliques. Ces pales brassent la masse incandescente avec une force énorme. Et en moins d'une minute, chaque caillou, chaque grain de sable est recouvert d'un film fin et brillant de bitume noir. De la chambre sort l'asphalte fini, une masse homogène, fumante, noire,
avec une odeur huileuse caractéristique. Maintenant, ce produit chaud et fraîchement préparé doit être conservé jusqu'au moment du chargement. Il est tissé et versé dans des silos de stockage spéciaux, calorifugés. Ils ressemblent à des thermos géants qui peuvent garder l'asphalte chaud pendant de nombreuses heures, parfois même des jours. Des tombereaux se gardent sous ces silos. La trappe s'ouvre avec un claquement sonore, et dans la benne du camion, avec un rugissement et un nuage de vapeur, se déversent plusieurs tonnes d'asphalte chaud. La benne est obligatoirement recouverte d'une bâche pour conserver la précieuse chaleur pendant le transport, jusqu'au site de pose. Sur le chantier commence l'acte final de cette pièce. Le tombereau décharge lentement le mélange chaud dans la trémie d'une machine spéciale, le finisseur. Cette machine, en avançant lentement, répartit uniformément l'asphalte sur la surface de la route, formant une couche parfaitement plane d'une épaisseur donnée. À l'arrière du finisseur se trouve une lourde plaque chauffée, appelée la table de lissage. Elle effectue un premier compactage et donne à la surface sa première finesse. Mais l'asphalte est encore mou et meuble. Pour qu'il devienne solide, il faut le compacter. Juste derrière le finisseur, suit toute une flotte de lourds rouleaux compresseurs. D'abord viennent les grands cylindres d'acier qui, par leur énorme pression, expulsent l'air du mélange d'asphalte et forcent les cailloux à se serrer les uns contre les autres. Ensuite, des rouleaux à pneus peuvent être utilisés, qui pétrissent la surface, la rendant encore plus dense. Et à l'étape finale, des rouleaux lisses en acier passent à nouveau pour donner à la route sa finesse définitive. Pendant que l'asphalte refroidit, le bitume repasse de l'état liquide à l'état solide. Il colle à jamais tous les granulats entre eux, transformant le mélange meuble en un monolithe solide et imperméable. Après quelques heures, la route, qui était encore chaude et molle, devient dure et prête à la circulation. Et c'est là toute l'essence. De l'explosion dans la carrière aux lourds rouleaux compresseurs sur la route, chaque étape de ce processus vise à créer un revêtement durable et fiable qui supportera des milliers de véhicules chaque jour.